Bonjour à tous et à toutes. Au nom du bureau de la Société tunisienne de biologie clinique, je vous souhaite la bienvenue à cette première expérience, cette journée tuniso-marocaine qui est organisée par la STBC et l'Association marocaine de biologie médicale, l'AMBM. Donc, pour cette première journée, on a choisi le thème de l'insuffisance rénale chronique. Ça sera un dialogue clinico-biologique entre les néphrologues et les biologistes. Deux conférences ont été prévues. Une conférence qui porte sur la prise en charge de l'anémie chez l'insuffisance rénale chronique. Une autre conférence qui porte sur les troubles du bilan phosphocalcique chez l'insuffisance rénale chronique. Donc, cette journée a été organisée dans le cadre du partenariat entre les deux sociétés savantes, la STBC et la MBM, et elle a été organisée grâce au support de Mindray et de ces deux représentants locaux en Tunisie, la société Biogène, et au Maroc, la société Isolab. Donc, je vous souhaite un très bon séminaire, j'espère que vous allez profiter, et je cède la parole au docteur Mohamed Ben Azouz, qui est le président de la MBM, qui va aussi ouvrir la séance. Merci, professeur Manal Chaban. Bienvenue à tous, bienvenue à nos confrères tunisiens de la STBC, bienvenue à tous les biologistes membres de la MBM. On est vraiment ravis de vous compter parmi nous. Cette réussite est la réussite de nous tous, Inch'Allah. On tient à remercier bien évidemment la société Mindray avec ses deux représentants qui sont Isolab et Biogène pour leur soutien, leur support. Et je ne vais pas reprendre ce qu'a dit professeur Manal concernant cette journée, que nous avons voulu être une journée, c'est la première, je pense, expérience qu'on va faire en semi-présentiel, en semi-hybride, entre le Maroc et la Tunisie. C'est pour sceller un partenariat que nous avons signé entre les deux sociétés. Et donc, on espère que c'est un premier démarrage et Inch'Allah que le sera encore meilleur, soit en termes de rencontres clinico-biologiques de cette manière, ou bien aussi en termes d'ateliers, toujours en semi-hybride, pourquoi pas, parce que nous avons besoin de ces formations. Nous voyons que la biologie, elle évolue vraiment à grands pas. Donc, ce dialogue va nous permettre un tout petit peu de connaître un tout petit peu les attentes de nos confrères néphrologues, et puis aussi que nous évitions un tout petit peu les pièges auxquels on peut être amené à rencontrer. Sans plus tarder, je pense que nous allons céder la parole à la Tunisie. Ça me rappelle un tout petit peu toutes les émissions de télévision où on donne comme ça le micro. Donc voilà, je vous souhaite une bonne séance. Et, grâce à vous, une réussite. Voilà, merci à vous tous. Modérer cette première session avec ma chère collègue professeur Boataï. On va parler de la maladie rénale chronique et plus précisément de l'anémie, puisque l'anémie fait partie du parcours de soins, de parcours de prise en charge du malade rénal chronique. Et pour ce, j'invite Dr Qais Harzallah, qui est membre de la Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation, qui est ancien professeur agrégé en néphrologie à la faculté de médecine de Tunis et à l'hôpital militaire. Il a aussi géré l'unité de transplantation à l'hôpital militaire, actuellement installée au privé. On profite encore de son savoir. À vous la parole, cher professeur. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Je remercie la Société de biologie clinique, professeur Manal Chaban, de m'avoir invité ce jour. Et le plaisir est d'autant plus important que ça sera un lieu d'échange entre la Tunisie et le Maroc. Je vais parler d'un sujet qui est épineux, un sujet qui nous dérange tous les jours parce que c'est un problème qui est complexe, qui est l'anémie dans la maladie rénale chronique. D'abord, je voudrais vous donner les stades de la maladie rénale chronique en vous donnant un peu la définition. En fait. Elle se définit bien sûr par une diminution du débit de filtration glomérulaire et par des anomalies biologiques, continuerie, une leucocyturie, une hématurie, même une morphologie de
des reins. Et donc, la maladie rénale chronique, son stade va être d'autant plus important que le débit de filtration glomérulaire va être plus bas. Et ça va être du stade 1 au stade 5, allant d'un débit de filtration glomérulaire inférieur à 90 à un débit de filtration glomérulaire, donc c'est inférieur à 90, pas supérieur, à un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15. Donc, et plus le débit de filtration glomérulaire sera bas, plus le stade sera plus important. L'anémie est d'autant plus importante que le débit de filtration glomérulaire est bas. Plus le stade de la filtration glomérulaire, le stade de la maladie rénale chronique est important, plus l'anémie est plus prévalente. Vous voyez très bien que plus d'un tiers des patients ayant un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, plus ont une anémie. Et plus de 50%, près de 50% ont une anémie quand le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 20, et près de 74% quand le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 10, dans cette étude de 4 cohortes observationnelles à propos de 3502 cas, une étude italienne. L'anémie est associée à de nombreuses complications quand elle survient en cas de maladie rénale chronique. Elle est source d'une moindre qualité de vie, d'une augmentation des besoins transitionnels, d'une survenue de complications cardiovasculaires, d'un risque d'hospitalisation majoré, de troubles cognitifs, de progression de l'insuffisance rénale chronique et d'une augmentation de la mortalité. Elle est source d'un grand nombre important de problèmes cardiovasculaires. Nous voyons ici, dans cette cohorte ARIC, donc c'est une cohorte qui a été, dont les données ont été publiées en 2006, c'est une cohorte qui concernait surtout donc Minnesota. Nous voyons bien ici, en noir, que plus les patients étaient anémiques avec une fonction rénale altérée, vous allez le voir ici, plus le risque donc de mortalité est plus important, ou de risque d'accident vasculo-cérébral est important. Il peut être multiplié par 4 à 5 quand on a une maladie rénale chronique et une anémie. L'anémie peut être source aussi d'hypertrophie ventriculaire gauche. Quand on a une anémie, obligatoirement, nous avons une augmentation du débit cardiaque. C'est un phénomène compensateur. Pourquoi? Parce que quand on a une anémie, nous avons une diminution de l'extraction de l'oxygène des tissus et nous avons aussi une mauvaise adaptation cellulaire, une mauvaise adaptation du métabolisme cellulaire. D'où un développement de l'HPG. Et donc, c'est obligatoire en cas d'anémie, en cas de maladie rénale chronique, d'autant plus. Et 50% des patients qui ont une maladie rénale chronique stade 4 ou 5 vont développer une hypertrophie ventriculaire gauche. L'association anémie-hypertrophie ventriculaire gauche va aboutir à un risque d'infarctus multiplié par 4 et un risque de décès, toutes causes confondues, multiplié par 3. L'association anémie, diabète et maladie rénale chronique est délétère. Nous voyons ici que à un stade de maladie rénale chronique à 3, la différence entre les gens qui sont diabétiques et les gens qui ne sont pas diabétiques. Cas d'anémie de maladie rénale chronique, bien sûr. Vous voyez ici, 7,9% uniquement de gens qui ont un débit de filtration glomérulaire entre 30 et 60 vont avoir une anémie. Par contre, les diabétiques ayant une maladie rénale chronique seront anémiques dans 22,2% des cas. Cela peut être surtout imputé à un taux. C'est des hypothèses, en fait. Il n'y a pas eu de confirmation réelle des choses, mais c'est surtout dû à une diminution du taux des androgènes qui interviennent comme un facteur de production des globules rouges. L'association anémie, maladie rénale chronique et diabète est aussi une source d'un grand nombre de mortalité, un pourcentage important de mortalité. Vous voyez bien ici, quand on a l'association maladie rénale chronique et anémie, nous avons un risque de mortalité multiplié par 3. Et quand on a l'association diabète, anémie et maladie rénale chronique, le risque de mortalité est multiplié par 7. Nous arrivons au mécanisme physiopathologique de l'anémie en cas de maladie rénale. Là où nous allons voir bien de nouveautés. L'évolution a bien été vue depuis le prix Nobel de médecine en 2019, qui a été glané par Greg Semenza, Peter Radcliffe et William Klein aux USA à propos de la découverte du facteur HIF, Hypoxic Inducible Factor. Ça a donné vraiment une avancée énorme et vous allez le voir.
Je vais d'abord donner un brin d'histoire à propos de l'EPO, à propos de ces mécanismes physiopathologiques de l'anémie. En fait, tout a commencé en 1906, où une équipe française de Flandre et Clermont ont montré qu'il y avait un facteur circulant dans le sang qui participait à la stimulation de l'érythropoïèse. En 1957, c'est l'équipe de Jacobs et Goldwasser qui ont isolé l'érythropoïétine dans les urines des lapins anémiques. Et c'est en 1985 que nous avons eu, grâce aux travaux de l'équipe d'Amgen, le clonage du gène de l'érythropoïétine. En 1993, ce facteur IF est décrit comme un facteur de transcription du gène de l'EPO. Et la liaison d'IF à la séquence promotrice du gène de l'EPO est dépendante de conditions d'hypoxie. IF est aussi capable de contrôler l'expression de multiples gènes en réponse à l'hypoxie. En 1995, IF est caractérisé comme étant un hétérodimère composé de 2 sous-unités alpha et bêta. En 1997, l'activité IF a été bien montrée sous contrôle direct de la sous-unité alpha qui est spontanément dégradée par le protéasome en conditions de normoxie. Donc, IF est bien dégradé en conditions de normoxie. En 1998, plusieurs sous-types d'IF sont caractérisés. 1, 2 et 3 alpha. En 2000, il a été bien montré que la protéine produite par le gène suppresseur des tumeurs von Hippel-Lindau est impliquée directement dans la dégradation de la sous-unité d'IF et à l'interaction avec des résidus prolyl sur la protéine alpha. Et ces résidus doivent être hydroxylés pour que la protéine VHL se lie à. Cette hydroxylation a été bien montrée que ça a été fait par un groupe de 3 enzymes appelés prolyl hydroxylase, PHD1, 2 et 3, avec un fonctionnement dépendant de l'oxygène. Alors, comment la voie du IF régule-t-elle l'érythropoïèse? En fait, c'est un mécanisme bien complexe où 3 voies vont intervenir. D'abord, la voie du IF intervient pour qu'il y ait une meilleure expression du gène de l'EPO. Donc, une plus importante synthèse de l'EPO, une production plus importante, une fixation plus importante sur ces récepteurs et une synthèse de l'hémoglobine plus importante. Ça va intervenir pour qu'il y ait une moindre production d'hepcidine et d'où une meilleure absorption vers intestinale, un meilleur transport vers et une meilleure utilisation le sol. C'est quoi l'hepcidine? L'hepcidine est une protéine importante dans la régulation du métabolisme du fer, son utilisation, son recyclage, transport. La production d'EPO induite par IF résulte de la production d'une érythrophérone par l'érythroblaste, laquelle bloque l'expression du gène de l'hepcidine dans le foie. Dans les meilleures conditions, nous avons besoin d'une diminution de sa synthèse. Sa diminution permet au fer stocké d'être relargué et aussi d'être absorbé à partir de l'intestin, donc d'augmenter sa biodisponibilité. Synthèse. Le rein est le principal site de détection systémique de l'oxygène. Il utilise la voie du facteur IF pour réguler l'érythropoïèse. Donc d'abord, nous allons voir dans une situation d'oxygène suffisant, donc dans une normoxie. Donc, IF alpha est hydrolysé par l'enzyme IF prolyl hydroxylase, IF PH. IF va alors se lier à la protéine VHL, une ubiquitisation, c'est-à-dire une transformation de ses composantes, et ainsi être tagué pour être dégradé. Et la dégradation du facteur empêche l'activation de la réponse à l'hypoxie. IF est dégradé, plus nous n'avons pas de réponse à l'hypoxie. En situation d'hypoxie maintenant, la voie du IF est activée. IF PH est inactif car l'oxygène est nécessaire à l'action enzymatique. L'hydroxylation de IF alpha ne se produit pas. IF alpha s'accumule dans la cellule. IF alpha se déplace
vers le noyau et se démérise avec bêta. Et les hétérodimères IF stimulent la transcription génique pour augmenter l'érythropoïèse et rétablir le. Donc, l'activation de la voie de localisation du IF déclenche une réponse érythropoïétique coordonnée. Ça commence par une absorption du fer dans l'intestin, avec une mobilisation du fer des macrophages. Le fer va être transporté dans les cellules de la moelle osseuse, et ainsi, nous aurons le début de l'érythropoïèse. L'anémie est bien une complication polyfactorielle dans les cas de maladie rénale chronique. Première chose, la chose la plus fréquente, plus la maladie rénale chronique se développe, plus la masse néphronique diminue, plus on a de la fibrose, de l'atrophie, de la fibrose interstitielle et de l'atrophie. Nous allons avoir alors une diminution de l'érythropoïétine et une diminution de l'érythrose, aboutissant à l'anémie. Cela est d'autant plus significatif quand le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 minutes, en sachant qu'il y a une grande variabilité inter-individuelle. Il y a bien une réponse inadéquate, basse de la réponse de l'EPO par rapport au degré de l'anémie chez les diabétiques, comme le montre cette étude publiée en 2006 à propos de 684 patients. Nous voyons certainement que plus l'hémoglobine glyquée augmente, plus il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas une bonne réponse de l'EPO vis-à-vis de l'anémie. La PTH intervient. L'augmentation de la parathormone intervient certainement. C'est une cause de résistance à l'action des agents stimulants de l'érythropoïèse. J'assure ma collègue marocaine que je vais parler d'une manière très succincte de ça. Donc, l'hyperparathyroïdie, c'est une cause de résistance à l'action des agents stimulant l'érythropoïèse. Et les mécanismes moléculaires sont mal compris, avec des effets directs de la glande parathormone à l'origine de la diminution de la synthèse de l'EPO, certainement par une inhibition des progéniteurs érythrocytaires au niveau de la moelle osseuse et une réduction du tissu de la moelle osseuse due à la fibrose, un mécanisme de fibrose qui se constitue à cause de l'augmentation de cette parathormone et de la moelle osseuse induite par la PT. Cette étude nous montre réellement l'impact quand on a une augmentation de pH de la hormone sur les taux d'érythropoïétine. Vous voyez très bien que dans cette étude, avant parathyroïdectomie et après parathyroïdectomie, ici, nous avons avant parathyroïdectomie des taux d'EPO bas, à régénératif, donc des taux bas d'érythropoïétine. Même pas 14 jours après, vous voyez l'augmentation très significative de dosage de l'EPO après la parathyroïdectomie. Même pas en 14 jours, nous avons un impact très important de cette parathyroïdectomie sur notre anémie. D'autres facteurs interviennent dans la survenue de l'anémie. L'inflammation chronique est bien un facteur clair et établi. L'activation des cellules immunitaires et la libération des cellules inflammatoires va intervenir. Au niveau du foie, l'interleukine 6 va faire que l'hepcidine va augmenter. La TNF-alpha va intervenir pour qu'il y ait une moindre libération du fer par le système réticulant endothélial et par les macrophages. La moelle osseuse, il y aura un impact aussi par les interférons gamma, bêta et le TNF-alpha. Le rein, les cellules inflammatoires vont faire qu'il y a une moindre production d'érythropoïétine, d'où une diminution des production, une diminution de leur durée de vie et une augmentation de l'hémophagocytose. Nous sommes chez des malades qui ont des toxines urémiques qui circulent dans notre organisme, donc ont certainement un impact nocif sur notre milieu. Et là, les toxines urémiques vont intervenir certainement par un effet, ils ont plein d'effets, mais l'effet le plus important est l'inhibition des enzymes antioxydantes avec la stimulation du stress oxydatif, donc la production des radicaux libres d'oxygène, et vous savez l'impact nocif que pourrait avoir cette production de radicaux libres d'oxygène. Le fer libre est très réactif et toxique. Le contenu de l'organisme est de 3 à 4 grammes par jour, 75% sont dans les globules rouges, et nous avons une balance quotidienne entre entrée et sortie de 2 milligrammes. Donc, vous voyez le fer circulant qui est là en bleu.
L'apport de fer journalier est à peu près de 1 à 2 mg absorbé par le duodénum. Le transport du fer est de 3 mg lié à la transférine. L'utilisation de fer, 300 mg sont utilisés dans la moelle osseuse, 1800 mg circulent dans les globules, 300 mg dans les muscles comme la myoglobine. Le stock en fer, 600 mg sont stockés dans les macrophages du système réticulo-endothélial et 1000 mg, 1 g, sont dans le parenchyme hépatique. Et les pertes de fer sont 1 à 2 mg. En fait, c'est à peu près 1 mg chez l'homme et 2 mg à cause des pertes menstruelles chez la femme. 0,1 mg par jour, nous les perdons dans les urines. 0,6 mg, nous les perdons par la desquamation des entérocytes et 0,3 mg par la surface cutanée. Notre patient dialysé souffre le martyre, pas toujours, mais nous essayons vraiment que ces conditions sont les plus idéales possibles et les plus optimales possibles. Mais à cause de plusieurs manipulations, à cause de la technique d'hémodialyse, moins dans la dialyse péritonéale, nous avons des pertes de sang qui surviennent. Il y a des équivalences à retenir. En nous perdant 2 litres de sang, nous perdons 1 gramme de fer. Les pertes annuelles en hémodialyse sont jusqu'à 6 litres de sang par an, 3 grammes de fer par an, soit 20 mg par séance. Et en cas de coagulation de circuit qui peuvent survenir parfois, nous avons 3 mg de fer qui sont perdus par séance. Donc, d'où l'intérêt de la supplémentation en IV-fer, comme vous allez le voir de la conférence. En dialyse péritonéale, parle le fait que ce n'est pas du sang péritoine, c'est péritoine qui est une membrane d'échange qui permet l'épuration des déchets et l'équilibration de l'eau et du sel. Nous avons jusqu'à 2 litres de sang par an, donc près d'un tiers de sang qui est perdu uniquement par rapport à la dialyse, en dialyse péritonéale, jusqu'à 1 gramme de fer par an. Et on pourrait, en gag de dialyse péritonéale, oser donner du fer par voie orale. Les pertes sanguines chez les hémodialysés, pourquoi elles sont si importantes? Nous avons des pertes liées à la technique d'hémodialyse, les dialyseurs et les circuits. Nous avons des pertes digestives, des micro-saignements qui surviennent. Et ces patients sont parfois sous anticoagulants. Des prélèvements de biologiques de suivi, vous le savez très bien, sont imposables pour notre patient. Des soins des cathéters de dialyse, des patients avec fistule, le fait de piquer des fistules, nous avons parfois des hématomes au niveau des fistules. Et dans certaines contrées, pas en Tunisie par exemple, nous n'avons pas de la dialyse à domicile. Mais par exemple, en France, de la dialyse à domicile, donc c'est le patient lui-même qui surveille parfois. Et là, il y a des risques de saignement plus importants. Donc, les patients avec cathéter à demeure ont des risques qui sont à demeure, ont des risques de saignement plus importants. Donc, de faire par ces saignements, mais aussi par diminution de l'apport en fer ou par des lésions d'angiodysplasie mucosale qui peuvent survenir, ou parfois parce que nous avons des troubles, des plaquettes qui surviennent chez les patients qui ont des maladies rénales chroniques. J'arrive à l'hepcidine. Il a été bien montré directement que le fait d'injecter l'hepcidine chez le lapin in vivo, ça montre bien clairement que ça donnait une diminution du fer circulant d'une manière drastique, très brutale. Nous avons en quelques heures une diminution du fer circulant quand on injecte de l'hepcidine. L'hepcidine, il a été bien montré que son augmentation est provoquée par l'inflammation et la diminution de sa clairance rénale. Donc, l'inflammation dans la maladie rénale chronique augmente l'interleukine 6, c'est le facteur le plus important qui intervient dans l'inflammation de cette augmentation de l'hepcidine. L'augmentation du stock du fer dans le foie va aboutir à son augmentation aussi. C'est un cercle. Même l'augmentation du fer dans le foie aboutit à cette stimulation plus importante. Cette augmentation de l'hepcidine va aboutir à une absorption du fer plus importante, donc une moindre libération dans les cellules, une accumulation plus importante. C'est un phénomène d'internalisation d'augmentation de l'hepcidine. On aura une moindre libération par le foie et une moindre libération par les macrophages cliniques. Donc, cela aboutit à une carence martiale fonctionnelle.
Donc, on connaît très bien la carence martiale totale parce qu'il y a un manque de fer. On va le voir avec quel diagnostic biologique nous allons pouvoir faire la différence entre la carence martiale totale et la carence martiale fonctionnelle. Là, nous sommes vraiment, quand on a une inflammation avec une augmentation de l'hepcidine, nous sommes dans une situation de carence martiale fonctionnelle. La carence martiale fonctionnelle est la situation dans laquelle les patients atteints d'une maladie rénale chronique ont une tendance à présenter une amélioration de l'anémie après l'administration exogène de fer lorsque des valeurs exprimant les réserves coefficient de normal. Donc, la grande nouveauté, c'est la grande nouveauté. La physiopathologie, les causes pouvant être responsables de l'anémie dans la maladie rénale. En fait, cette altération de la détection de l'oxygène au niveau du rein. Le rein ne peut plus savoir, n'a plus la capacité de savoir si nous sommes en situation de normoxie ou si nous sommes en situation d'hypoxie. Parce que si ça, vous avez vu cette activation de la voie du IV, cette production de PO qui va devenir plus importante, plus il va sortir qu'il est en hypoxie, plus nous allons avoir une synthèse plus importante de PO. Donc, il n'a plus cette capacité de détecter l'hypoxie. Donc, pourquoi il y a certainement une atteinte tubulo-interstitielle qui survient au cours de la maladie rénale chronique et cette altération avec cette fibrose interstitielle qui s'installe, l'atrophie tubulaire, va intervenir pour qu'il y ait une moindre sensibilité au taux d'oxygène. Il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir dans la maladie rénale chronique. Les médicaments, le déficit en vitamine B12, le déficit en folate, les comorbidités telles que le myélome et l'hémolyse intradialytique. Les médicaments, plusieurs mécanismes. De mécanisme d'action des médicaments. La production des globules rouges va être diminuée par l'alcool, le bloqueur de H2, la metformine, le phenobarbital, le phénitoïne, les inhibiteurs de la pompe à protons, les agents sulfamides, la chimiothérapie, la perte sanguine, les pertes gastriques sanguines vont être importantes avec les anticoagulants, avec les antiagrégants plaquettaires, l'aspirine, les bisphosphonates, les corticoïdes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et la survie des globules rouges va être diminuée avec des doses importantes de pénicilline pour les agents sulfamides. Alors, quelle symptomatologie de l'anémie? Les signes de l'anémie sont aspécifiques, mais ça peut atteindre le système nerveux central, le système vasculaire, le système cardio-respiratoire, le système gastro-intestinal et le système génital. Et c'est des signes atypiques, aspécifiques qui apparaissent. Alors, quelles investigations? J'espère devant vous, devant cette... Les investigations préliminaires vont être basées sur la numération formule sanguine avec formule, le dosage des réticulocytes, la ferritinémie, la saturation de la transférine sérique ou encore appelée coefficient de la saturation de la transférine et le dosage de vitamine B12 et folate. C'est généralement ce qu'on fait chez les monomalades en maladie rénale chronique. Mais les dosages les plus importants sont deux éléments clés qui devraient être faits chez ces malades. C'est la ferritinémie, qui est la protéine de stockage du fer par excellence, surtout au niveau des hépatocytes. Et la ferritinémie correspond au taux sanguin de ferritine exprimé en nanogrammes par millilitre, en micromoles par litre. Mais aussi la transférine. La transférine est une protéine de sang chargée du transport du fer vers les organes. Elle exprime la disponibilité du fer pour permettre une érythropoïèse évolutive. On calcule, c'est un calcul du coefficient de la saturation de la transférine, exprimé en pourcent, c'est égal au fer sérique fois 3,98 sur la transférine. Quelles recommandations thérapeutiques? D'abord, et bien montré, cette méta-analyse de Cochrane a montré que quel que soit l'agent stimulant l'érythropoïèse, nous avons bien eu, depuis l'utilisation de ces agents-là, une moindre utilisation des transfusions. Donc, plus on a utilisé les acides graisseux, plus le besoin de transfusion sanguine a été diminué. Et cela est très bénéfique pour transplanter. Pourquoi? Il a été bien montré que le risque de
en nous transfusant moins, nous avons un bien moindre nombre de maladies transmissibles. Mais vous savez très bien qu'en transfusant, on augmente l'allo-immunisation, et l'allo-immunisation provoque un risque de rejet aigu de la greffe. Donc, ça a fait que le risque de rejet aigu a été bien diminué avec l'utilisation plus importante des agents stimulant l'érythropoïèse. Quelle cible de l'hémoglobine avoir? En fait, c'est une étude qui a essayé d'étudier la qualité de vie. Et vous voyez bien en orange, c'est les patients dialysés. Et elle a bien montré, cette étude, que la meilleure cible de l'hémoglobine du point de vue physique, psychique et symptômes de l'anémie, il faut mieux atteindre les cibles supérieures à 11,5 grammes par décilitre pour avoir un bon confort chez nous. Plein d'essais randomisés ont été faits de 2000 à 2010 pour voir quelle était la cible de l'hémoglobine à avoir. Donc, ces essais ont essayé d'atteindre des chiffres de 13,5, 14 grammes par décilitre. Le problème avec ces études, ça a été vraiment une grande déception. Pourquoi? Parce que ces études, vous voyez bien, l'étude TREAT, du English Journal of Medicine, il y avait un risque identique à peu près composite décès, infection myocardique, insuffisance cardiaque, mais il y avait bien un nombre plus important d'accidents vasculaires cérébraux, en visant des chiffres plus importants d'hémoglobine. Donc, les études ont été arrêtées, que ce risque même ou même important. Le seul impact a été bien vu dans l'étude créée en 2010, qui a vu une meilleure qualité de vie, pas une meilleure amélioration par rapport au risque cardiovasculaire. Donc, les sociétés savantes, les institutions qui régissent les guidelines ont bien vu qu'il fallait être plus prudent. Donc, au lieu de viser des chiffres plus importants d'hémoglobine, ici, les Kadogi, avant, et en 2000 par exemple, Kadogi qui en sont moins important d'hémoglobine pour atteindre des chiffres entre 11 et 12 grammes par décilitre. C'est l'objectif qu'on vise chez nos patients. Maladie rénale. Certainement, la dialysée. Il y a une controverse. Pourquoi? Parce que ceux qui ont un œil critique sur ces études ont dit, vous avez étudié surtout dans l'étude CREATE, ça a été surtout des patients diabétiques. Ça n'a pas été des patients de multiples. Donc, mais avec la plus grande prudence, vous allez voir pourquoi, malgré cette controverse, nous visons entre 11 et 12 grammes par décilitre. Pourquoi une absence d'amélioration de la mortalité après une correction complète de l'anémie? Je se pose la question. Parce que d'abord, il y a eu une aggravation ou une apparition de l'hypertension artérielle dans des doses plus importantes de PO, à cause de la synthèse de l'endothéline. Un défaut dans l'irrigation de l'hypertrophie ventriculaire gauche. On aurait souhaité une de l'hypertrophie ventriculaire gauche après correction de l'anémie, mais il n'y a pas eu ça. Il y a eu même des petits résultats d'amélioration non significatifs et une résistance à l'EPO. Et vous savez très bien qu'on commence à augmenter progressivement les doses d'EPO pour arriver à corriger cette anémie. Là, ce n'est pas une bonne chose d'essayer d'augmenter. Pourquoi? Parce que l'EPO, comme je vous ai dit, augmente la tension artérielle par une augmentation de la rénine et de l'angiotensine et par une augmentation de l'endothéline. L'EPO diminue le NO et les prostaglandines vasodilatatrices. Elle augmente l'adhésion plaquettaire et l'agrégation. Elle diminue la fibrinolyse et provoque la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires. Donc, ce n'est pas bien d'essayer d'atteindre des doses très importantes. Alors, et il y a aussi des risques spécifiques à nous quand on augmente ces doses. Des thromboses principalement dans un contexte d'inflammation, thromboses des accès vasculaires, des thromboses veineuses profondes, et aussi dans un certain nombre de petites études, un risque augmenté de carcinologique. Comment définissons une résistance aux produits agents stimulant l'érythropoïèse? Nous pensons à cette résistance quand nous avons l'objectif d'augmenter l'hémoglobine n'est pas atteint malgré des doses importantes supérieures aux doses habituelles, ou quand on a une augmentation continuelle des doses. Nous augmentons par l'objectif atteint. Il n'y a pas de consensus à propos de la définition de la résistance à l'EPO, mais on essaie de penser à la résistance à l'EPO quand il y a une augmentation supérieure ou égale à 25% de la dose de l'EPO, ou quand on a un gain inférieur à 1 mg de l'hémoglobine après 2 à 4 semaines. Le meilleur objectif,
grammes par décilitre. On commence un dosage, nous devons nous 9 grammes par décilitre après un mois. Avoir plus, c'est mauvais. Avoir moins, c'est mauvais. Donc, entre 1,3 g, 1,5 g au maximum d'augmentation de l'érythropoïète, de l'hémoglobine après introduction de l'érythropoïète, de l'OPO. L'inflammation est bien une cause de résistance à l'OPO. L'état inflammatoire chronique s'installe très rapidement chez nos malades ayant une maladie rénale chronique. À peu près dans 50% des cas, si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 60 par minute, 73 mètres carrés, et à peu près à 70% de nos malades dialysés ont bien un état inflammatoire délétère. De nombreux facteurs interviennent, des foyers infectieux profonds, il ne faut pas passer à côté, une altération des microbiotes digestifs avec une dysbiose ou une translocation. Vous savez, une simple gingivite maltraitée peut être une cause d'inflammation, d'état dentaire de notre patient. Les accès vasculaires, un cathéter qui se prolonge en face peut être une source d'inflammation et d'une résistance à l'OPO. Certaines situations particulières, les cancers, les hospitalisations prolongées, un greffon ancien oublié. Vous savez très bien, quand on a une situation de rejet, on ne fait pas systématiquement l'ablation. On laisse parfois des greffons et on s'aperçoit après 6 mois, 1 an, qu'on a une CRP inexpliquée, augmentée, inexpliquée. Et c'est bien la transplantectomie qui va corriger cet état inflammatoire. Il y a d'autres causes en dehors de l'inflammation qui peuvent être des causes de la réponse inadéquate aux agents stimulant l'érythropoïèse. Les mollies, la toxicité aluminique, de moins en moins observée, l'hyperparathyroïdie secondaire avec les fibroses ostéiques, les hémoglobinopathies avec la bêta-thalassémie ou la drépanocytose, le myélome multiple, ou l'utilisation concomitante d'inhibiteurs d'enzymes de conversion ou d'antagonistes de l'angiotensine 2. Alors, nous avons besoin du fer dans notre pas uniquement des agents stimulant l'érythropoïèse, mais le fer a bien une place très prépondérante dans notre traitement. L'utilisation du fer est largement utilisée chez les patients ayant une maladie rénale chronique. Pourquoi? Parce qu'il y a bien une déficit de fer qu'il faut corriger. Pour prévenir le déficit en fer chez les patients traités par EPO, pour augmenter l'hémoglobine en cas de présence ou d'absence du traitement par EPO, et pour réduire les doses d'EPO. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de ne pas... Donc, donner du fer permet de ne pas augmenter d'une manière importante l'EPO. D'une manière très succincte, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pourquoi nous avons cette différence entre le fer par voie orale ou le fer par voie intraveineuse dans notre patient? Parce que le fer par voie orale est altéré par l'alimentation, il est altéré par les médicaments, révélateur de phosphore, de la pompe à protons, qui diminue l'acidité. L'absorption et l'exportation à partir des entérocytes est inhibée par les niveaux élevés d'histidine. Le fer par voie orale, la biodisponibilité peut être inadéquate avec les agents stimulants. Et la tolérance, vous savez, constipation, nausée, des diarrhées, des palpitations, fréquemment observées avec le fer par voie orale. Alors, nous avons besoin de ce fer par voie injectable, l'administration parentérale. La biodisponibilité est généralement plus élevée, nettement plus élevée. Il y a une bonne tolérance. Bien sûr, il faut faire attention aux risques d'anaphylaxie, mais qui sont rares. Et donc, le fer par voie intraveineuse doit être fait toujours sous surveillance par un infirmier. J'ai vraiment cherché quel algorithme utiliser pour arriver à avoir une bonne prescription du fer et des agents stimulant l'érythropoïèse chez nos patients. Alors, je me suis inspiré de très bons algorithmes qui a été fait par une équipe. Le professeur Zawi, le professeur Moulin et le docteur Chazot. Et si vous voulez, on discutera, hein, mais j'ai trouvé que cet algorithme était très bien. D'abord, nous sommes dans une situation d'anémie, hémoglobine inférieure à 13 grammes par décilitre chez l'homme et inférieure à 12 grammes par litre chez la femme. Nous sommes premièrement dans une situation de carence martiale, avec, comme je vous ai dit, une ferritine inférieure à 100 microgrammes et une capacité de saturation, un coefficient de saturation de la transférine inférieur à 20%. C'est la définition donnée par les Kadogi. 12. Donc, nous sommes dans cette situation. Là, nous allons donner fer par voie orale pendant 1 à 3 mois ou du fer injectable en cas d'intolérance, d'inefficacité du fer oral pendant 3 mois ou un besoin de reconstituer rapidement les réserves en fer. Deux éventualités.
Ça se corrige, une hémoglobine supérieure à 10 grammes par décilitre. Là, nous allons surveiller. Nous n'allons pas donner des agents stimulants. Et si nous avons corrigé le stock en fer, l'hémoglobine est toujours inférieure à 10 grammes par décilitre, nous allons introduire. Maintenant, je suis donc traité par les agents stimulants. Là, je suis dans une situation où, vous allez voir, en cas d'insuffisance ou de stock important, vous allez voir ça. D'abord, je dois éliminer les autres causes d'anémie, les folates, les causes dont on vous a parlé. Et là, j'ai deux situations. Première situation, des réserves de fer insuffisantes. Elles sont définies par une ferritine inférieure à 100 grammes, entre 100 et 200 microgrammes par litre, ou un coefficient de saturation d'astron entre 20% et 25%. Là, si l'hémoglobine est inférieure à 10 grammes par décilitre, nous allons donner du fer par voie intraveineuse pour reconstituer rapidement le stock en fer, puis débuter les agents stimulants. Si l'hémoglobine est supérieure à 10 grammes par décilitre, uniquement continue par le fer, nous n'allons pas commencer les agents stimulants. Si maintenant la réserve en fer est suffisante, c'est-à-dire le fer est à 200 microgrammes, ou le coefficient de saturation supérieur à 25%, là, nous allons commencer par les agents stimulants. Alors, y a-t-il des solutions en cas de résistance ou d'intolérance aux agents stimulants? Nous arrivons parfois à une impasse. Nous avons donné beaucoup d'agents stimulants l'érythropoïèse et nous n'arrivons pas à avoir de solution. Et c'est là où je veux parler du futur. Peut-être dans nos pays, mais c'est vraiment, ça commence à être fait dans plusieurs pays. D'abord, le problème se pose surtout dans ces situations où j'ai une anémie due à une inflammation, le diabète de type 2, des cancers, des hospitalisations prolongées ou des patients transplantés, parfois des transplantés actifs, et peuvent avoir des syndromes inflammatoires continuels. Le traitement actuel, il cible uniquement un aspect de la physiopathologie de l'anémie en cas de maladie rénale chronique. Qu'est-ce qu'il vise? Il vise à stimuler l'érythropoïèse, à augmenter l'érythropoïèse et donc à augmenter le niveau de production de l'hémoglobine. C'est le traitement actuel que nous utilisons vers et plus les agents stimulant l'érythropoïèse. Maintenant, quelle est la nouveauté? Face à ces inhibiteurs de IF, vous avez parlé de la voie du IF. Là, nous allons intervenir dans plusieurs mécanismes. Nous allons améliorer la libération du fer par le système réticulant endothélial et par les macrophages. Nous allons bien sûr diminuer l'hepsidine. Donc, un plus grand relargage, comme je vous ai dit, par le foie, par le système réticulant endothélial. Nous allons améliorer la sensibilité à l'oxygène. Donc, le rein va détecter d'une meilleure manière cette hypoxie. Et nous allons aussi agir au niveau des récepteurs de l'OP. Donc, ces agents nouveaux permettent d'agir de manière plus globale que l'érythropoïétine. Le produit qui est le plus en vogue actuellement, c'est le roxadustat. Il est en phase 3. Une licence en Chine en 2018, au Japon en 2019, mis sur le marché en Europe en 2021, commercialisé de plus dans 40 pays actuellement. Ça s'appelle, je ne fais pas de la publicité, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Et ça s'appelle Levrenzo, et c'est des comprimés pelliculés à 20 mg, 50, 70 mg et 100 mg. Des comprimés. Alors, il a bien montré le produit réduisait les niveaux sériques d'hepsidine chez les patients non dialysés et dialysés de manière vraiment significative. Le produit n'est pas inférieur aux agents stimulants l'érythropoïèse par rapport chez les patients non encore dialysés, donc à peu près un effet équivalent. Il maintient l'hémoglobine dans les cibles avec des doses stables des patients dialysés, et vous allez voir, nous avons un grand problème chez les patients. C'est-à-dire qu'au fil des années, cette étude est faite sur 104, en fait, c'est très anecdotique. Toutes les études qui ont été faites à propos de ces produits ont des noms de montagnes. Pyrénées, Sierra, Rocky. Et cette étude a été faite sur 104 semaines. Là, nous avons bien vu que nous sommes obligés, avec les agents stimulants l'érythropoïèse, d'augmenter au fil de l'ancienneté du malade en diète dose. Alors que ces agents-là, quand ils sont presque, ils arrivent à une stabilité, généralement, nous n'avons pas besoin d'augmenter les doses. Les niveaux sériques de fer, comme on l'a dit, c'est clair, ça, c'est basique de voir qu'en diminuant l'hepsidine, nous allons avoir du fer sérique important dans le sang. Et là, il a été bien montré que les besoins
l'IGFR durant 36 semaines était nettement moins important chez les patients sous roxadustat par rapport aux agents stimulants d'érythropoïèse. Les complications, ça c'est une autre paire de manches, ça c'est là où il va y avoir controverse. Parce que vous avez bien vu, vous connaissez, en fait nous avons un problème, comme je l'ai dit, de risque infectieux, de thrombose veineuse des membres inférieurs, surtout de thrombose veineuse profonde. Et là, il y a un risque, mais peut-être d'une manière non significative, d'avoir des thromboses veineuses profondes plus importantes avec le roxadustat et le sepsis plus important qu'avec les agents stimulants. Par rapport à l'hypertension, un risque moins important d'hypertension, risque de diminution de production de globules, diminution des globules, du débit de filtration glomérulaire, pas d'impact sur le débit de filtration. Un risque d'œdème des membres inférieurs plus important, hypercalémie moins important et de nausées plus important. Donc, la fréquence des événements, c'était chez les patients non dialysés. Là, c'est les patients dialysés. Vous voyez, ce qui est frappant, c'est vraiment ce risque de thrombose qui est plus important des inhibiteurs du HIF. Les convulsions aussi sont plus importantes en cas de prescription des inhibiteurs du HIF. Les embolies pulmonaires, c'est comparable. Et l'hypertension, c'est comparable. Alors, en conclusion, notre prise en charge doit être globale. Il faut rechercher entre patients et agents stimulant l'érythropoïèse. Il faut rechercher les causes de réponse diminuées aux agents stimulant l'érythropoïèse, la dialyse inadéquate, les hémorragies occultes, l'inflammation. Il faut utiliser la dose la plus basse des agents stimulant l'érythropoïèse pour atteindre les objectifs désirés. Pour le faire, il faut juger le statut en fer en sachant que le fer stocké est plus important que le fer circulant et utiliser la dose la plus faible de fer pour faire. Il est très important d'individualiser la prise en charge de l'anémie pour réduire la variabilité de l'hémoglobinémie, pour mettre en balance le bénéfice des transfusions et le risque de complications des agents stimulants. Et en attendant, dans l'avenir très proche, le recul vis-à-vis des inhibiteurs de la HIF, polylhydroxylase. Tout l'objectif est le contrôle de l'hémoglobine, indépendamment de l'inflammation, sans augmentation progressive. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a prendre en charge un patient ayant une insuffisance rénale chronique, d'une part. Et la deuxième question, l'apport. On a vu dans l'exploration, il y a l'hémogramme. Donc, est-ce que vous considérez les constantes érythrocytaires pour la classification de l'anémie? L'apport des réticulocytes, puisque la cause, elle peut être arégénérative et régénérative pour une meilleure prise en charge et conduite thérapeutique après. Et ma deuxième question concernant le traitement et la résistance à l'érythropoïétine. Est-ce qu'en Tunisie, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, pour ces patients ayant une résistance, est-ce qu'on... On est obligé. Donc, il n'y a pas d'autres alternatives. D'étudier chez les patients. Bref, phénotypés, des leucocytés, irradiés. Il faut adapter au cas par cas. Nous essayons dans tous les cas de ne pas transfuser. L'anémie est bien tolérée. Si le coronarien, si le patient ou la pas transfusé. Par rapport aux algorithmes, actuellement, il n'y a pas d'algorithme préétabli, mais c'est un effort qui est vraiment dans l'objectif de la Société tunisienne de néphrologie. C'est vraiment dans le programme de faire ça. Nous nous basons sur les recommandations des CADIGO. Moi, je n'ai pas parlé des données de l'agglomération formée de sanguine, en fait, parce que c'est basique d'avoir le taux de réticulose par le VGM, éliminer une anémie martiale par le VGM, par le CS. Ça, on le fait basique. Mais on oublie fréquemment la farine. Coefficient. C'est ça pourquoi j'ai insisté sur ces éléments, parce que nous nous basons sur la numération formée, le dosage des folates, de la vitamine. Nous ne faisons pas ce dosage qui devrait être préétabli. Il y a même des études récentes qui ont été françaises qui ont montré, même en France, il y a cet oubli. Et en fait, même si le patient a la rénale chronique, il y a le bilan mensuel, mais le bilan trimestriel doit obligatoirement contenir un dosage carcérique de la ferritine et
de saturation. Soluble de la transférine, il a son apport, surtout pour les patients, même pour le suivi du traitement à l'érythropoïétine, pour voir la réponse au traitement parce qu'il est corrélé à l'activité de l'érythropoïèse. Ça, on n'a pas du tout. Là, nos On collègues, n'utilise pas du tout. Certainement, là, vous pouvez nous aider clairement à avancer sur ça. Il y a une notion qui a été abandonnée, anti-EPO. Il faut plus parce que c'est concomitant à une erreur dans le pronostic de la seringue. Plus, la production, ça a été corrigé. Il n'y a pas eu d'apparition. Une notion qui a été abandonnée. Il y a une question. Moi, une autre question. Pardon. Une autre question. Cette histoire de dépôt comme l'érythropoïétine, c'est un moment phare dans la argent. Et vous l'avez bien démontré tout à l'heure que c'est un médicament à double tranchant, puisque ça risque d'augmenter le vasculaire et d'AVC. Donc, faut-il bien le modérer, tarder, le différer en fonction des cas? Cette histoire me rappelle un peu Onimostat, cette histoire de facteur 7 recombinant qui est aussi un médicament phare dans la prise en charge de l'hémorragie, mais en contrepartie, il risque de faire thromboser des patients. Aussi, le recours, la facilitation, le recours à l'EPO, en contrepartie, favoriser un risque thrombotique. Donc, je me disais, en tant hématologiste, je vous pose la question aux cliniciens. Donc, pensez-vous que voilà, vous avez besoin de plus d'éléments dans une simple NFS qu'on vous valide chaque jour? Parce qu'au niveau de la NFS aujourd'hui, voilà, dépassant un taux d'hémoglobine, dépassant les constantes héréditaires ou même aujourd'hui, les automates d'NFS nous offrent depuis déjà un bon moment d'autres paramètres qu'on appelait jusque-là paramètres de recherche. Aujourd'hui, on voudrait, en tant qu'hémato, qu'on introduise ces paramètres-là dans des clinical use. On pourrait les utiliser, que ce soit plus des paramètres de recherche, puisque les automates aujourd'hui délivrent, on les pense, des rétiques différentes du patient de rétique. Il n'y a pas que les rétiques. Il y a aussi la teneur en hémoglobine des rétiques. Une analyse fine aide pour les cliniciens pour décider du moment où il faut vraiment transfuser, on ne peut pas attendre, ou plutôt avoir recours à l'EPO. Donc, voilà. Par rapport à... Moi, non plus. Et introduire. Pourquoi? Parce qu'il a été bien montré que l'anémie est un facteur de progression de la maladie rénale chronique. Donc, dès que je vois que mon socle en fer est suffisant et que j'ai une anémie à 8, que je peux observer, je peux observer très fréquemment une anémie à 8 et à 9 chez un malade qui n'est pas encore arrivé au stade de la maladie rénale chronique stade 5. On voudrait encore pousser, faire revenir vers soit stabiliser, soit améliorer cette fonction. Là, j'introduis le PO à des doses moindres, 2 fois par semaine, par exemple 2000 unités, ou même 1 fois par semaine parfois, avec l'objectif d'augmenter cette hémoglobine au-delà de 10. Donc plus je vais la laisser, plus je sais que je vais encore, et j'ai vu des résultats vraiment surprenants, corrigeant cette anémie, les patients peuvent récupérer quelques chiffres vraiment importants, quelques chiffres pour préparer même à froid, de le préparer à froid, pas à chaud en mettant des cathéters ou mettant. Par rapport aux analyses, nous avons besoin vraiment de votre. Bonjour. Bonjour. Question ici. Rock. J'aimerais bien recevoir quelques questions pour animer le débat. Donc, je vais y aller. Il y a un commentaire et question. Donc, le commentaire, surtout par rapport, donc, il faut la ferritinémie. Dans la maladie rénale chronique, stade 4, 5, on a donc des hyperferritinémies qui sont syndrome inflammatoire chronique, on a vu. Et donc, le premier commentaire, c'est que hyperuricémie. Hyperferritinémie. Des hyperuricémies. Hyperferritinémie. Ah, j'ai pas entendu des hyperferritinémies, oui. Voilà, donc, dans la maladie chronique, donc, au stade 4, sont dus à l'inflammation, donc, chronique. Et donc, les chiffres décisionnels par rapport à un traitement par le fer, ils sont complètement différents. C'est un sujet sain, un sujet, donc, dialysé. Vous avez vu que
On a des ferritines, traiter des ferritines en dessous de 100 et une coefficient de saturation de 25, ce sont des chiffres complètement différents. Donc, c'est la remarque par rapport à ce décisionnel auquel on est habitué, c'est insuffisant. Donc, ça, c'est important de dire pour vous. Donc, des chiffres importants. Ma question aussi, c'est concernant donc l'hyperparathyroïdie. Et donc, c'est le rôle délétère de la PTH sur l'anémie. Malheureusement, dans les slides, j'ai pas vu de niveau de concentration de PTH qui peuvent entraîner cet effet délétère sur l'anémie, sachant que dans les cas d'IGO, malheureusement, donc ça n'arrange pas les choses puisqu'on a des intervalles qui sont de 9 fois donc la valeur de la PTH qui sont très 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 élevés, et donc peut-être est-ce que une prise en charge justement de l'hyperparathyroïdie avec des niveaux beaucoup plus faibles pourrait améliorer donc cette anémie. Et même remarque aussi dans vos slides, pas vu de prise en charge de l'hyperparathyroïdie pour la correction de l'anémie. Je reviens d'abord sur la première question, sur le dosage de la ferritinémie. C'est vrai que nous visons des chiffres nettement plus importants que la population en général chez nos patients, surtout dialysés. Et les recommandations, pour ne pas avoir des risques de surcharge de fer, c'est de ne pas dépasser 700. Dès qu'on dépasse 700, il faut aller à reculant et faire attention, arrêter le fer. Dès qu'on dépasse, plus faire de la surveillance et voir quand on reprendre le fer. Mais ne pas dépasser 700. C'est une ligne rouge. Ne pas dépasser 700 de ferritinémie. Par rapport à la PTH, sincèrement, je n'ai pas voulu m'approfondir parce que je savais que la collègue marocaine allait suivre. Mais, en fait, nous recommandons un dosage de la PTH à 2 à 3 fois la normale chez nos patients dialysés. C'est d'abord pour éviter le risque de céopathie dynamique. La PTH, on a un risque de céopathie. Mais, dès qu'on dépasse 3 fois la normale, il y a un impact de la PTH, de cette augmentation de la PTH sur l'anémie. Voilà ce que je fais en schiste. Aucun après. Vous avez d'autres questions? Oui. D'accord. Pour les transfusions, par manque d'érythropoïétine. Alors, question, est-ce que vous avez dit pour corriger bonne correction par une bonne après le PO. Alors, par contre, perte fortuite on a avec une carence en produire les essayer un petit peu d'augmenter la carte. Non, il faut faire ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, je fais ça. J'introduis les deux en même temps. Je commence le faire par voie injectable en post-dialyse directement et j'introduis le PO directement. Nous n'avons plus de temps à perdre. Ça, c'est certain. Oui, parfois, on est obligé d'utiliser des agents chélateurs du fer. Des taux très importants. Il y a ça, ou attendre un tout petit peu. Ça va diminuer très rapidement. La ferriténémie va diminuer grâce à ces agents chélateurs. Une remarque sur laquelle je voulais intervenir, faire attention à l'EPO en cas de cancer. Très important, parce que dans certaines études, nouvelles études, on vient d'avoir
connaissance qu'il y a des récepteurs à l'EPO au niveau des cellules cancéreuses. Donc, quelqu'un a un cancer actif, va utiliser l'EPO. Très important. Alors pour ça, de la transfusion. Oui, privilégier les transfusions que l'EPO. C'est un certain nombre d'études récentes, toutes récentes, qui... Donc, non. Il y a mais ça se fait même en France, aux États-Unis, en Allemagne, ça se fait que dans les labos de recherche. Ça se fait pas encore en pratique. Pas de dosage de l'obsidian en pratique. C'est assez complexe comme dosage. C'est assez complexe comme dosage. En Maroc? Ça avait vraiment. Pas au Maroc. C'est génial. Mais essayer de profiter de ça aussi. Est-ce que Ça a certainement un intérêt. Ça a certainement un intérêt. Ça a un intérêt. Bonjour tout le monde. Je suis Dr Hachem, médecin néphrologue. Je professeur Case et Enchanté. tous les membres tunisiens ayant participé marocain à cette excellente collaboration. Moi, je voulais juste ajouter une constatation, c'est que au fait, la collaboration entre cliniciens et biologistes, malheureusement, elle ne doit pas se résumer à une simple ordonnance où on demande des bilans. Parce que là, je préfère dire que aussi, on est fautif dans la mesure où on ne met pas assez de renseignements et d'informations à nos amis, les biologistes. On ne demande pas juste un bilan parce que c'est un patient insuffisant rénal chronique, mais c'est très important parce que ça fait vraiment plaisir quand on discute avec des biologistes qui prennent la parole, qui nous appellent, qu'est-ce qu'il a comme pathologie. Et là, je voulais insister sur cela parce que quand on met patient dialysé, patient diabétique, patient multitransfusé, ça oriente le biologiste sur l'interprétation et des fois même à contrôler certains paramètres. Donc, je voulais juste ajouter cette notion que je trouve très importante dans la collaboration. Je vous remercie. Parfait. Je rajouterai, oui, effectivement, cette remarque pertinente de Dr Hachem. Et justement, cette rencontre clinico-biologique, elle est essentiellement juste pour améliorer nos pratiques et éventuellement avoir justement ces éléments de clinique pour nous aider et puis savoir, parfois, on a des bilans qu'on a du mal à interpréter. Pour le médecin néphrologue, c'est tout à fait normal parce que ils savent quand est-ce qu'ils ont fait le prélèvement, comment il a été fait, mais au cancer. Parfois, on est un tout petit peu dérouté, on contrôle, on a les mêmes résultats, mais parfois, ça ne coïncide pas. Venez parfois à refaire le prélèvement. Il n'a pas été prélevé au bon moment de. Merci, Dr Benazouz. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y a une autre question. Je vois qu'il y a une courageuse à la dernière minute. Génial, c'est génial. Bonjour. Une question. Je voudrais savoir quel est votre compte rénal chronique qui est à l'ordre de 60 mg. Là, ça va faire l'affaire de l'hématologue. Donc, là, on parle pas je suis curieux. Oui, la rechercher les... Certainement pas.
est la cause de cette augmentation. Une ferritinémie supérieure à 1000 quand on a une maladie rénale chronique conservée. Avec une hémoglobine qui est de l'ordre de 8. Oui. Et, vous recherchez, est-ce que c'est une maladie inflammatoire chronique? Une maladie inflammatoire chronique, il faut une collaboration entre cliniciens. Non, pas du tout. Sûrement. Ce n'est certainement pas la cause. C'est multifactoriel. Vous avez montré tout à l'heure. Non, mais voilà, la ferritinémie supérieure à 1000, quand on a une maladie, un début de flux glomérulaire conservé, pas d'apport, on n'a pas de chose. Vous voulez, on passe au cas clinique? Juste pour ajouter une note de hématologiste biologiste, quand on est des hyperferritides, en plus pour nos amis biologistes hémato, on tombe souvent sur des corrections, par exemple, anémie régénérative, vraiment un myélome multiple qui fait une insuffisance. Donc c'est juste rejoindre cette collaboration clinico-biologiste. Parfois le biologiste peut redresser la balle. Il s'agit plutôt d'une hémopathie. Autre chose concernant l'hémogramme, donc maintenant, comme l'a dit la dame, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut exploiter et surtout qu'il faut demander. Nous avons un problème avec la facture. Les paramètres réticulocytaires et aussi même des indices plaquettaires qui peuvent nous orienter sur la progression. Donc, c'est une question d'économie, de facturation, mais oui. Pas hésiter à demander concernant la transfusion, je pense qu'il faut la laisser en deuxième lieu. L'infusion vers l'érythropoïétine, mais maintenant on essaie d'installer les alternatives à la transfusion. On a besoin de transfert d'oxygène, donc on a et tout ce qui est composé humain, on le laisse vraiment en dernier recours. Et pour terminer, nos insuffisants rénaux chroniques à l'hôpital militaire Marrakech supportent bien 8 femmes. Aucun problème. Donc lui, il mène un style de vie basique, donc il fait pas d'efforts. Ça, c'est pas la peine, comme l'a dit le professeur, d'accrocher des taux de 11. Donc, je conclus sur un bon souhait d'établir des recommandations maghrébines et avec tout le respect à nos maîtres européens américains. Et on a toute la matière grise, alhamdoulilah, le Grand Maghreb. Il faut régionaliser un petit peu les recommandations. Merci beaucoup. Ce sera un objectif très louable, arriver à avoir des recommandations communes. Par rapport à l'anémie A8, je ne suis pas d'accord. Par rapport à l'anémie A8, ça va ouvrir la porte à des complications cardiovasculaires notamment. Ça, vous n'allez pas le voir, le AJ2, AJ3, AJ5, mais vous allez avoir des complications cardiovasculaires majorées. La tolérance, elle est apparente, mais l'impact va être futur certainement. Donc, on commence par le premier. Donc, on continue sur notre lancée. Et aujourd'hui, je vais vous parler du premier cas clinique d'un homme âgé de 53 ans, ayant des antécédents d'hypertension artérielle depuis 10 ans, de diabète de type 2 depuis 12 ans et tabagique depuis 20 ans. Il se présente pour une asthénie, des nausées, une anorexie, une pâleur apparue progressive, avec une apparition récente d'œdème des deux membres inférieurs. Cliniquement, une tension artérielle élevée, poids 84 kg, une taille d'1,82 m, des œdèmes gardant le godet et au fond d'œil, une rétinopathie diabétique proliférante. À la biologie, une créatine plasmatique à 320 micromoles par litre, même dosage qu'il y a 4 mois. Une anémie et microcytaire avec une PM à 60. Réticulocyte, donc une anémie arégénérative. Un potassium élevé, 5,8, une hypocalcémie, une hyperphosphorémie, 2,05 mmol.
et une microalbuminurie élevée, 1,58 g par litre, sans hématurie microscopique. Pas d'hématurie microscopique. Donc, l'échographie abdomino-rénale nous montre le rein qui était de taille conservée, mal différencié. Si nous comparons, par exemple, un aspect échographique d'un rein normal bien différencié avec un rein donc mal différencié d'une néphropathie diabétique où nous avons deux reins de taille normale mal différenciés. Donc, la première question qu'on se pose, s'agit-il d'une insuffisance rénale aiguë ou d'une insuffisance rénale chronique? La créatine plasmatique est supérieure à la normale avec un délai supérieur à 3 mois. Chronicité. Une anémie normochrome normocytaire, le VGM, j'avais mis élevé, donc une anémie normochrome normocytaire, une hypocalcémie, une hyperphosphatémie et deux reins de taille normale mal différenciés à l'échographie font que nous sommes dans une insuffisance rénale chronique. Quelle est l'étiologie de la maladie rénale chronique? Néphropathie diabétique, anxiété du diabète. On a une rétinopathie diabétique avec une chronologie des complications dégénératives de la c'est observé dans 85% des cas rétinopathie, neuropathie, néphropathie. Il y a déjà au fond d'eux une rétinopathie proliférative. L'absence d'hématurie microscopique est en faveur de la néphropathie diabétique et de reins de taille normale mal différenciés. Vous savez qu'au stade de la néphropathie, même au stade terminal, perdons deux reins de taille normale, même quand on est à un stade terminal. Alors, je vous d'abord, première chose à faire, et c'est un réflexe que je vois qui se fait toujours, quel stade de la maladie rénale chronique? Même notre patient va nous poser la question. Il y a une manière que défendent beaucoup les biologistes et certains cliniciens, c'est l'utilisation du rapport UV sur P. Et vous savez très bien que le rapport UV sur P est faussé. En plus la maladie rénale chronique avance, plus ce rapport UV sur P est faussé parce que il y a une sécrétion tubulaire plus importante avec la dégradation de la maladie rénale chronique. Donc l'UV sur P ne donne pas le vrai débit de filtration glomérulaire estimé. Donc, et utiliser l'âge, le sexe est un homme, origine non afro-américain, créatinémie 320 micromoles, le poids 84 kg et la taille 1,82 m. Là, celle qui est classique que vous connaissez très bien, c'est la formule de Cockcroft et Gault, mais qui est actuellement abandonnée, qui n'est pas utilisée en France parce qu'elle sous-estime quand on a un patient maigre et elle surestime quand on a un patient obèse. Et aussi, donc ça, c'est son premier défaut. Donc, si nous utilisons cette clairance pour estimer notre filtration glomérulaire chez ce patient, là, nous avons 28 ml/min. Là, si nous avons utilisé la formule MDRD, Modification Object in Unknown Disease, nous avons plutôt un débit de filtration qui est nettement bas, qui est à 17 ml/min. CKD EPI est à 18 ml/min, nettement loin du Cockcroft. Mais le défaut de ces deux formules, c'est qu'elles n'utilisent pas le poids et la taille dans l'estimation. Donc, nous allons alors utiliser les formules que j'utilise vraiment tous les jours dans ma c'est l'MDRD corrigé selon le poids et la taille selon l'estimation, ou la CKD EPI. Là, c'est à peu près le vrai débit de filtration. C'est à peu près à 21 ml/min. Donc, si j'ai à classer mon patient à 21 ml/min, c'est un stade 4. Alors, ai-je fait une erreur dans mon estimation? Est-ce que je me suis précipité très tôt pour faire le stade de la maladie rénale chronique? Est-ce que quand mon malade me pose à la consultation cette question, il me dit, monsieur, je suis à quel stade? Quel risque j'ai? Progression. Ai-je fait une erreur en allant directement lui calculer? Oui, j'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des causes de décompensation de la maladie rénale chronique. Il faut corriger avant d'estimer le débit. Éliminer des infections hypertensifs, une déshydratation, un obstacle sur les voies urinaires, une toxicité médicamenteuse et un bas débit cardiaque, par exemple une arythmie. L'ACFA peut, elle existe, aggraver la fonction rénale. Corrigeant l'ACFA, on peut améliorer la fonction rénale. Un des exemples. Alors notre patient, il avait une CRP à 72 ml par litre. Vous allez me dire, mais il n'avait pas de fièvre. Et c'est classique chez les diabétiques d'avoir un syndrome infectieux avec même une infection urinaire asymptomatique et être la cause de la décompensation de la fonction rénale. Notre patient avait une CRP à 72 ml avec une leucocyturie importante et un Escherichia coli significatif. Là, c'était une pyélonéphrite aiguë, malgré l'absence de la fièvre et de parce que notre patient était diabétique.
Alors, double antibiothérapie injectable avec un délai un relais par voie. CB stérile à 10 jours. CRP inférieur à 8, créatine plasmatique à 230 micromoles par litre. Amélioration de la fonction rénale. Donc, on va être moins alarmant vis-à-vis de notre et microalbuminurie qui était, vous savez très bien que la microalbuminurie, présence de plus fausse dosage de la microalbuminurie et de la protéinurie. Donc, et refaire certainement ce dosage après avoir traité l'infection. Et là, de 1580 à 850 mg par litre de microalbuminurie. Nous sommes à un stade 3 maintenant. Nous ne sommes plus à un stade 4. Donc, électrophorèse des plasmatiques, c'est que notre pression était normale. La PTH était élevée. Une hypovitaminose D, un acide urique élevé, 504 micromoles par litre. L'évaluation initiale de l'anémie chez le de maladie rénale chronique va certainement se faire à base d'une numération formule sanguine, BGM, réticulocèle, faire coefficient de saturation de la ferritine, vitamine B12 et folate, recherche de sang dans les selles, notre patient n'avait pas de sang dans les selles, bilan thyroïdien était normal, il n'avait pas, l'électrophorèse de l'hémoglobine était normale. Fer sérique bas, 7 micromoles par litre, ferritinémie 220 nanogrammes, réticulocyte anémie A régénératif, coefficient de saturation de la transférine 15%, dosage normal de vitamine B. Alors, même moi, je suis bloqué. Hein. J'ai fait ça, j'attends une discussion entre nous. Comment nous allons classer cette anémie inflammatoire ou anémie mixte? Ce n'est pas certainement pas une anémie ferritique, parce que la ferritine est élevée. Donc, nous sommes entre une anémie inflammatoire et une anémie mixte. Pourquoi? L'hémoglobine est basse, le réticulocyte sont bas, la CRP était élevée, la ferritinémie était élevée, donc nous sommes plutôt dans la poire, le fer sérique est bas, le coefficient de saturation de la phosphorite est bas, l'absidine, nous n'avons pas le dosage. Mon problème, pourquoi je soulevais? En fait, je ne fais que soulever des polémiques par le cas clinique. Parce que l'impact de l'anémie inflammatoire est décrit surtout dans les inflammations chroniques. Quelques cas décrivent qu'une inflammation aiguë, une inflammation qui survient comme sa pélonéphrite aiguë, pourrait avoir, vraiment, c'est des petites études qui disent qu'une anémie, une inflammation aiguë pourrait avoir un impact pour augmenter l'absidine. Donc, classement difficile de cette anémie, après on discutera. Bon, peut-être un anémie inflammatoire. C'est là où je ressoulève le fait de différencier la carence martiale absolue, les réserves de fer absolues, avec une ferritine sérique, coefficient de saturation de la transférine, carence martiale fonctionnelle, et des réserves de fer insuffisamment disponibles, en fait. Transport du fer qui est vaillant, avec, vous voyez bien ici, ou quand la ferritine sérique entre 100 et 299 micromoles par litre. Le chiffre de 300, là, on parle de surdosage. Et le patient ayant une maladie rénale chronique à un stade avancé. Surtout, c'est plutôt les inflammations chroniques. Donc, cible visée par le traitement de l'anémie en cas de maladie rénale chronique, globine 11 à 12, ferritine, saturation à 25. Conduite à tenir, néphroprotection, contrôle optimal de la tension artérielle du diabète, traitement à base de calcium et de vitamine D, régime hypoprotidique, traitement de l'anémie, faire par voie intraveineuse initialement pour reconstituer rapidement les cellules. Si hémoglobine toujours inférieure à 10 grammes par décilitre, commencer le ACE, surveillance hémoglobine, ferritinémie, coefficient de saturation. Merci à vous. C'est avec vous que je voudrais discuter. Comment vous allez classer cette anémie? Arrivé. Je peux répondre, discuter. On a notre petite idée de... Alors, on discute sur les débats est ouvert pour tout le monde. Pour. Oui, voilà. Voilà, l'anémie qui est inflammatoire, c'est inflammatoire. Il y a à l'origine cause inflammatoire. C'est pas la cause d'une anémie inflammatoire authentique qu'on connaît d'habitude, donc c'est l'inflammation chronique. Et alors on disait voilà faire la part des choses sur le plan biochimique
c'est pas difficile. Et voilà, il y a d'autres paramètres qui sont intéressants. Par exemple, la ferritine intra-érythrocytaire, peut-être aussi comme le récepteur soluble de la transférine. Ce sont des paramètres qu'on dit encore des paramètres de recherche depuis des années. Ce sont des paramètres qui peuvent nous éclairer, nous aider pour identifier, pour voilà, catégoriser les patients ayant une origine mixte d'anémie. Qu'en pensez-vous? Chimiste et ça va beaucoup aider. Dans ce cas, un cas comme ça, le dosage intra-autoritaire de ferritine très bénéfique. Les amis marocains, vos ampoules, c'est quoi de l'autre côté? Pas oublier paramètres. Autre chose, faut pas oublier la part des quantités. Dose n'est et je prescris porte vraiment qu'il va rester normal. Par contre, un autre paramètre au niveau de l'hémogramme peut-être qui est de grand apport. Certes, l'hémogramme fait plusieurs paramètres. On doit les interpréter correctement. L'indice de distribution des globules rouges, en ce cas, peut nous aider pour faire le diagnostic différentiel avec une carence soit mixte ou associée avec une anémie inflammatoire. On passe au deuxième cas. Donc, là, madame, F, âgée de 60 ans, est hospitalisée dans le service pour une insuffisance rénale avancée, altération d'état général et pour perte d'autonomie. Principaux antécédents, cataracte bilatérale opérée, épidémie, son traitement d'entrée et oméprazole 20 à 160. La patiente souffre depuis plusieurs années de polyarthralgie de la quasi-totalité latérale et symétrique à prédominance. Au scanner abdominal non injecté, aspect très hétérogène de l'ensemble de la trame osseuse, prédominantement sur le bassin, des lésions tissulaires responsables d'une ostéolyse. Et les lésions les plus importantes sont au niveau de l'aileron sacré 3, avec d'environ 3 cm du sacré S1, et d'une lésion de 37 x 25 x 16 mm de la métaphyse fémorale supérieure droite. À la biologie, il y a un an, sans l'admission, nous avons demandé à son époux d'amener la biologie ancienne. Il nous a amené ce bilan. Des globules blancs à 6500, une hémoglobinémie à 11,3, des plaquettes à 250 000, une urée à millimoles, une créatine plasmatique à 65 micromoles, un natrémie à 134 millimoles par litre, une hypocalémie, des chlores à 105, des bicarbonates sans bas à 100, calcium 2,5 millimoles, une hypophosphorémie, albuminémie à 40 grammes par litre, une hypouricémie à 80 micromoles, glycémie normale, gaz du sang. Il y a un an, une acidose, à cette un PaO2 à 90 Hg. Ionogramme urinaire, à 120, créatinine 4,63 millimoles
sodium 85 mmol, chlore 60, potassium 5. Une glycosurie normoglycémique, 1 par litre, pour une diurèse d'environ 1400 ml par 24 heures. On remonte à 1 an. Comment interprétez-vous l'état acido-basique sur il y a 1 an? Donc, acidose métabolique, 9, CO3 18, CaCO2 20, PaO2 90, eau anionique plasmatique normale, calculé, sodium plus potassium moins chlore plus ACO3. Par contre, le trou anionique urinaire, calculé, donc formule sodium plus potassium moins chlore, d'habitude entre 30 et 50 mmol et à 60 mmol. Donc, nous avons un trou anionique élevé. C'est-à-dire que nous avons une perte rénale de ACO3-. Donc, il y a une origine rénale de l'acidose métabolique partiellement compensée. Cliniquement, tension à 166, un poids 70, fréquence cardiaque 77 battements par minute, saturation 98%, température 37 degrés, absence de douleur osseuse à la palpation, absence d'œdème des membres inférieurs, examen cardio-pulmonaire normal. Actuellement, à la biologie, 1 an après, créatinine plasmatique très élevée, 411 micromoles par litre, avec une urée à 21 millimoles par litre, hyperprotédémie à 100 grammes par litre, sodium 136, potassium 4,6, une calcémie 3,13 millimoles par litre, des aldéages élevés à 729 unités internationales par litre, une CRP négatif, CBE énorme. À la numération formule 1, une anémie A régénératif, normochrome, normochrome. À la biologie, c'est une urée, léonogramme urinaire, une urée 136 millimoles par litre, créatinine à 5 par litre, sodium 71 millimoles par litre, potassium, caliurèse 58 millimoles par litre, pour une diurèse d'1 litre de sang. Une protéinurie, échantillon à 3,5 grammes. Et un rapport protéinurie sur créatinine, 700 mg par millimole. Donc, il faut avoir une normale inférieure à 0,02. Bilan manquant. C'est la discussion. La calcémie corrigée. Récalculer la calcémie. Là, je n'ai pas d'albumine, donc j'ai la formule calcémie 0,55 plus protéidémie 60 et la calcémie de 67 millimoles par litre. Est-ce qu'elle est normale? Non, parce qu'elle est, si nous calculons notre débit de filtration glomérulaire, nous avons une maladie, un débit de filtration 14,7 millilitres par minute. Et un débit de filtration, donc je suis dans le stade 5. Ah, donc, calcémie anormalement normale par rapport au stade de la maladie rénale chronique. La PTH est à 240 microgrammes par millilitre, une phosphorémie à 2,01 millimoles par litre. Le bilan martial, anémie normochrome normocytaire A régénérative, tertiaire 85, ferritinémie très élevée, 510 microgrammes par litre, capacité de séparation de la transcripine à 25%. Il s'agit certainement d'une inflammatoire. À l'électrophorèse sanguine, un pic monoclonal, donc les protides très élevés à 100 grammes par litre, et un pic hypergamma à 41 grammes par litre. La radio du crâne montre des géodes à l'emportement. Échographie abdominale, 2 reins, toute taille normale, mal différenciée. Diagnostic, vous avez bien défini. Myélome multiple, des reins, l'âge, l'anamnèse, douleur diffuse, biologique, une hyperprotédémie, hypercalcémie, pic monoclonal et imagerie, lésion osseuse multiple. Sur le plan rénal, quel examen simple aurait dû faire pour suspecter le diagnostic sans savoir le résultat de l'électrophorèse des protéines urinaires? Et on discutera, mais je termine alors. C'est la bandelette urinaire. Parce qu'il y a une absence de protéinurie à la bandelette urinaire avec protéinurie élevée au dosage pondéral. Mais ça, donc parce que les chaînes légères ne sont pas reconnues à la bandelette urinaire, cette discordance est très évocatrice, mais réellement, c'est dans les livres et peu en pratique. Et vous allez me le dire par votre expérience. Immunoélectrophorèse des protéines plasmatiques, IgG monoclonal, restriction isotopique kappa, dosage pita-2 microglobuline 5,6 mg par litre, immunoélectrophorèse des protéines urinaires, chaîne légère kappa, protéine de base josse, vraiment très élevée, 1 par 24.
Vous avez certainement préconisé le myélogramme, donc myélogramme par ponction sternale présente plus de 10% de plasmocytes dystrophiques. Alors, grâce au diagnostic actuel, quel diagnostic aurait-vous posé au regard du bilan biologique amené par le mari il y a 1 an? Quel diagnostic auriez-vous pu poser? C'est l'acidose tubulaire de type proximal sur syndrome de Fanconi, secondaire au myélome. Moi, parce que j'ai une acidose métabolique plasmatique normale, une hypophosphatémie, une hypocalémie, une hyporuricémie, une glucosurie, une normoglycémie. Et là, tous les signes de malabsorption. Les critères pour un syndrome de Fanconi, l'hypocalémie, l'hypocalcémie, les glycosuries normoglycémiques, l'hyperaminoacidurie, la protéinurie tubulaire, et ces anomalies résultent surtout de l'atteinte des tubes. Les facteurs pronostiques, classification de du ruissellement, nous sommes dans un stade 3 parce qu'il y a des lésions osseuses multiples, et ce critère, il suffit d'avoir présent d'au moins un des critères suivants pour la classer au stade 3, stade 3B, parce qu'il y a une insuffisance. Nous sommes à un stade 3B. Déjà un pronostic sombre pour notre patient. Index pronostic international, une bêta de microglobuline élevée et des LDH supérieurs à la limite. Encore un pronostic sombre pour notre patient. Karyotype de lésion 13Q14, les pronostics. Alors, quel message? La méconnaissance initiale du myélome a fait qu'il y avait une évolution vers les stades plus graves, stade 3B. Le Velcade a été donné, mais l'autogreffe a été impossible vu l'atteinte rénale. Elle a décédé après 6 mois de dialyse. Merci de votre attention. Pour mettre les points sur les i, parce qu'on sait pinceau, comment vous avez parlé du syndrome. On a l'habitude de parler d'anémie de Pas la même chose. On a été dérouté à un certain moment. Anémie de Fanconi, syndrome de Fanconi. Donc voilà, c'est pas la même chose. On parle bien du syndrome de Fanconi. J'attends vraiment un débat, table débat. Si on commence par cette histoire de discordance de bandelettes, qu'en pensez-vous? Chimiste. Marocain. Oui, aussi. Il y a beaucoup de néphrologues marocains, j'ai compris. Votre retour par rapport à ça? J'attends leur expérience par rapport à ça. C'est vous. Je pense que le fait aussi d'avoir ces renseignements cliniques vont nous aider, nous aussi, en tant que biologistes, peut-être de tirer la sonnette d'alarme lorsque il y a lieu de le faire. Et peut-être que ça pourrait aussi, comme ça a été tout à l'heure dit, d'établir peut-être des recommandations de manière à ce que lorsqu'on est devant un bilan, quel bilan complémentaire on pourrait suggérer. Bien évidemment, ça serait juste pour attirer l'attention du médecin qui pourrait éventuellement compléter le diagnostic et empêcher à ce qu'il y ait tout ce retard. Autre chose, peut-être que si le patient il a fait une électrophorèse des protides un an avant, peut-être on a pu découvrir un pic monoclonal et peut-être qu'il s'agissait d'une gammapatite de modification indéterminée qui a évolué en un myélome multiple. On aurait surveillé. Exactement. Je pense que chez un sujet âgé, il faut le faire, même s'il n'a pas de signe clinique. Une bonne recommandation, je pense, au Forest. Une analyse qui est coûteuse, mais qui peut éventuellement éviter beaucoup. Je suis quelqu'un qui les prescrit par excès, vraiment par excès. Persister avec le dosage de protéinurie, ou il faudrait prescrire les deux pour dépister. Beaucoup de mes amis néphrologues, beaucoup de mes collègues le font la bandelette systématiquement.
Oui. Ils le font, mais ça peut être un laboratoire. C'est difficile de faire avec le nombre très à la contraignant pour le laboratoire. Dès qu'on là, on aura le résultat. Oui. Des analyses. C'est certainement la suspicion clinique détectée qu'on va aller. Pour l'intérêt de ces réunions. Pour que ça devienne un réflexe peut-être, pour avoir un œil critique de la part de nos biologistes. Le travail soit complémentaire entre biologistes et cliniciens. Ça, c'est le biologiste qui... Oui, oui, j'ai compris. J'ai compris. Il suffit d'un petit contact entre les deux pour que ça avance. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Explore. Bien qu'on trompe petite bande. Chez l'enfant. Donc, devant pour toute consultation, ça rend grand service et atteinte quel que soit. Donc, déjà, c'est orienté, là, c'est un cas. Et j'insiste là-dessus que une bande de pardon, faut être attentif, bien conduire un intégro pour ce cas précis, si est présent automatiquement le dosage laboratoire qui ne fois rien et devront être orientés automatiquement une protéine et la suite va venir vraiment je rejoins également la demande ça coûte rien et parfois on peut être orienté vers un myélome. Que le taux de protéines pour le premier ionogramme c'est pas élevé. Et la protéinerie sur échantillon, nous, biologistes, on préfère surtout la protéinerie de 4 heures. Vous avez oui. Parce que certains cliniciens ils demandent toujours la protéinerie ou bien un microalbumin sur échantillon, alors que la micro sur 20. Parfois, on ne le fait pas pour des raisons pratiques uniquement. C'est la raison pratique qui empêche la raison de simplement. Mais vous avez raison. C'est très indicatif. Le rapport protéines sur créate ou albumine sur créate est très indicatif. Ça vous permet d'aller contre cette prise en charge un peu contraignante. Et pas très et donc les en routine spéciale pour plus
diagnostic. Et le sphérique sous diagnostic par ensemble. Elle reste c'est plus dans la thérapeutique pathologue. Cette rousse dans les mots. Pareil pour alors les déjà les dotés de cette technologie. Là aussi, c'est encore une question. Dernière, de donner le micro à nos amis tunisiens pour clôturer cette session. Donc, je reviens juste pour la protéine de 24 heures. C'est vraiment, comme l'a dit le professeur, bien, c'est difficile pour récolter, surtout en ambulatoire. La réserve pour les hospitalisés, concernant les psydines, là, il faut pas aller chercher un paramètre de recherche qui est très difficile. Un petit renseignement. La valeur sensibilité, spécificité de test, il n'y a pas beaucoup de tests classiques. Un bilan martial à détailler des protéines de transport, des réserves, ça suffit. Il y a aussi la clinique, parce que parfois on s'accroche à des paramètres de luxe, on oublie que la clinique, c'est la mère. Question là de la protéinerie, est-ce qu'on peut faire des examens ambulatoires électrophorèse comme ça dans les labos privés? Ça, il faut l'encourager. Il ne faut pas attendre à ce que le patient atterrisse dans un stade tardif pour lui faire tout ce qui est électrophorèse. Non, il faut faire de l'électrophorèse urinaire. Ça peut orienter les vengeances, etc. Merci beaucoup. Une dernière. Juste une recommandation. On a une demande de dosage. Pas se contenter. Prendre l'aide, faire le devoir. Et positif. Ça, c'est important. Merci beaucoup. La parole est à vous. Je remercierai avant de céder le micro. Voilà, professeur. Et je vous cède la parole. Allez-y. J'ai une dernière question là. C'est bon. Juste une petite nuance dans le cas clinique que j'arrive pas à comprendre. Il s'agit d'un myélome multiple et non pas d'un myélome à chaîne légère. Donc, les bandelettes, généralement, ça donne positif parce qu'il s'agit d'immunoglobuline totale. Donc, pourquoi les bandelettes ont donné une négativité? C'est ça ce que j'essaie de comprendre. Il ne s'agit pas uniquement de chaîne légère. Il s'agit d'immunoglobuline totale, de type IgG. C'est le cas qui est... Si c'était à chaîne légère, on n'aurait pas eu le pic en gamma. On aurait plutôt... La précipitation des chaînes légères qui a fait avant l'association. Un pur... Je pense que j'arrive. J'ai essayé de conclure. Je remercie tout le monde pour ce débat qui est très enrichissant. Si je résume un peu ce qu'on a appris, ce qu'il faut prendre en charge rapidement l'anémie pour préserver les reins. Voilà, traiter rapidement l'anémie, même
patient tolère son anémie. Il faut collaborer. Collaboration clinique biologique. La bandelette reste un examen de biologie délocalisé. Donc, le biologiste doit avoir un retour, savoir quand il peut une analyse qui est simple. Donc, puisqu'on participe dans une démarche diagnostique, c'est donne un info pour aider dans la démarche diagnostique et faire aussi la protéinurie bandelette, puisqu'elle peut être d'un apport dans l'algorithme démarche diagnostique. Paramètres de recherche, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Pas nécessairement l'hepsidine ou en biochimie, mais les automates d'NFS délivrent aujourd'hui la RET-HE, qui est la teneur en hémoglobine diurétique, l'indice de régénération diurétique, qui ont fait leur preuve en pathologie. Ça permet de défier et faire une épargne transfusionnelle. Ce sera aussi sûrement d'un grand apport en néphrologie. Ce sera un challenge peut-être bien marocain, puisqu'on a les mêmes challenges pour les introduire dans des relations communes, à l'instar fait dans le... Merci tout le monde. La session est clôturée. Merci, chers professeurs, pour ce débat, pour ces conférences. Et je pense qu'on va passer à la pause. Bravo, professeur Hazallah. Bravo, les amis tunisiens. On passe à la pause café. On remercie toute l'assistance et la richesse du débat. Bravo. Merci beaucoup, Inch'Allah, pour notre... On reprend dans 30 minutes. Exactement.